Comment les nouvelles technologies reconfigurent-elles les rapports sociaux dans les organisations? C'est à cette question et bien d'autres auxquelles nous allons répondre aujourd'hui avec Léo Bancou, chercheur en sciences de gestion à Paris-Dauphine et spécialiste des nouveaux modes de travail et d'organisation. Bonjour Léo. Bonjour Denis. Commençons par une définition. Qu'est-ce que l'expérience relationnelle du travail? Pour répondre à la question de l'expérience relationnelle, qu'est-ce que l'expérience relationnelle du travail, je commencerai par revenir sur le terme d'expérience collaborateur qu'on retrouve très utilisé dans le monde professionnel et aussi dans le monde académique. Et on parle d'expérience collaborateur pour désigner en général euh, toutes les interactions, tout le vécu du ou de la collaboratrice, de son arrivée dans l'organisation, dans l'entreprise, jusqu'à son départ. On va aussi parler d'engagement, on va parler de culture. Et en fait, ces différents termes, ils vont pouvoir nous aider à se saisir, à regarder les aspects sociaux et relationnels du travail, mais vont parfois laisser euh, des espaces qu'il faut combler, des espaces de compréhension qu'il faudrait combler. Et donc, de manière globale, l'expérience relationnelle du travail, c'est tout ce qui touche à la dimension sociale de nos activités professionnelles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se comporte avec autrui, comment est-ce qu'on se relie avec des collègues ou un collectif de travail. C'est donc la partie relationnelle qui, au-delà des tâches et des objectifs, va donner sens à notre expérience quotidienne. Et donc, comme je vous disais, les mots d'engagement, d'expérience collaborateur, et c'est des concepts qui sont utiles, qui sont pertinents pour regarder les transformations. Mais selon moi, en fait, on est rentré dans une sorte de nouveau contexte organisationnel qui est marqué par des changements majeurs. Euh, voilà, il y a eu l'explosion du télétravail pendant la pandémie, il y a eu des gros bouleversements aussi au niveau du rapport au travail et du rapport aux collègues et aux collectifs. Et maintenant, on a une vague d'outils d'intelligence artificielle et tout ça, en fait, va reconfigurer profondément la place du lien social, tant entre les individus qui travaillent ensemble que dans nos liens collectifs. Euh, et donc, dans ce contexte euh, de flexibilisation, notamment sur les plans spatiaux du travail, vu que dans beaucoup de professions, bien sûr, tout le monde n'est pas concerné de manière équitable, mais dans beaucoup de professions qu'on va dire de la connaissance, euh, on a on a plus la possibilité de travailler à distance de bureau physique et d'avoir une plus grande main sur le lieu d'où on travaille. Donc là, tout ça pour dire que parler d'expérience relationnelle du travail aujourd'hui, c'est pertinent dans le sens où pour beaucoup de professions, donc de la connaissance ou créative notamment, c'est plus l'aspect relationnel, l'aspect de lien qui va caractériser notre satisfaction et aussi le sens qu'on crée, le sens individuel et collectif qu'on va créer dans des espaces professionnels. Vous avez parlé de la pandémie. Est-ce que on peut dire que la pandémie, une de ses conséquences pour notre travail, ça a été la mise en place du télétravail, justement, pour certaines professions. Et est-ce que l'expérience relationnelle a été affectée, positivement, impactée plutôt, positivement ou négativement par la mise en place de ce télétravail? Alors, merci encore pour cette question, Denis. Il y a énormément de travaux, d'études extrêmement bien faites qui sont parus récemment et moins récemment euh, sur ce sujet, sur vraiment l'impact que le Covid-19 et le contexte pandémique avait eu sur le télétravail, sur son adoption, sur ses usages. Euh, je dirais que fondamentalement, oui, quelque chose a changé. Je pense que beaucoup de personnes moi y compris, on s'est repositionné sur la place qu'on voulait accorder aux relations professionnelles, peut-être, aux
voilà, au lien qu'on avait avec nos collègues. Ça a aussi conduit à des changements de carrière. Ça a aussi conduit à la grande démission, ce fameux quiet quitting qu'on a vu surtout dans les années 2023-2024. Et voilà, on a un peu remis les choses sur la table. Moi, ce que j'observe, et je suis pas le seul, mais c'est que pour certains d'entre nous, on a abandonné, en tout cas, on a mis de côté un peu nos organisations comme espaces principaux de fabrique du lien social pour mettre l'emphase sur d'autres collectifs, des collectifs de voisinage, des collectifs d'associations, des collectifs voilà d'activités parallèles qui en fait ont un peu pris la place dans certains cas de l'entreprise, de l'organisation qui jusqu'à très récemment était encore pour beaucoup de personnes et l'est toujours d'ailleurs le lieu central de de mise en commun, de partage d'un sens collectif, voilà, et de relations sociales. Quand on parle d'expérience relationnelle du travail, il y a un concept qui est intéressant, qui peut être pertinent pour regarder justement ces dimensions sociales et relationnelles, c'est le concept de coprésence, qui permet justement de remettre ces dimensions au cœur des préoccupations pratiques et managériales. Donc, on est tous tous familiers avec la notion de présence, qui fait référence à une sorte d'état d'être là. On est présent avec les autres. La coprésence, c'est donc être présent avec, et ça va vraiment mettre l'accent sur cette expérience relationnelle d'être avec autrui. Et pour moi, c'est une notion qui va être riche pour justement considérer un peu l'ambivalence qu'on va retrouver euh, dans le fait qu'on puisse se retrouver dans un même espace physique ou un même espace en ligne, par exemple une réunion en visioconférence, sans pour autant être en connexion, être en lien avec les autres. Et donc la coprésence qui peut à la fois signifier cette coprésence physique, mais aussi cette coprésence, cette expérience plus relationnelle, elle va pouvoir être éclairante. Et comment une relation se crée entre deux personnes et comment elle se manifeste quand on travaille à distance? Bah, déjà, on peut dire que quand elle ne se crée pas, justement, cette relation, on peut avoir des phénomènes d'isolement, d'isolement social et aussi des phénomènes de délitement des collectifs. Donc, je prends votre question un peu à l'envers, mais euh, c'est pour indiquer un peu l'importance et le rôle de cette expérience relationnelle, c'est que si elle ne se produit pas de manière prolongée, on peut se retrouver dans des cas où les personnes, les collaborateurs, les managers aussi, deviennent plus isolés, moins en phase avec leurs coéquipiers et moins connectés avec les enjeux de leurs organisations. Il y a une étude récente de la DARES qui est sortie il y a quelques semaines qui indiquait que les personnes qui font du télétravail vont obtenir une plus grande autonomie, mais que cette pratique va aussi entraîner une diminution des interactions sociales et un affaiblissement des relations professionnelles. Et que tout ça, ça va peser sur le collectif, sur le maintien du collectif, euh, et donc sur l'individu qui peut se retrouver isolé temporairement. Après, ce que j'ai pu observer dans mes études de terrain au sein de différentes organisations et surtout des équipes projets à travers des méthodes ethnographiques, c'est que on peut se sentir coprésent, on peut se sentir avec autrui, euh, que ce soit à distance ou en partageant le même espace. Et je dirais que cette coprésence, elle se manifeste par des expressions corporelles, des sortes de micro-interactions, des gestes subtils, des silences. Et en fait, c'est tout ce non-verbal qui existe à distance. Enfin, même quand on communique euh, via des outils numériques, ça va quand même se manifester parce qu'on reste on reste des humains incarnés dans des enveloppes corporelles, et donc tout ce non-verbal, il va quand même se manifester et il va participer justement à se connecter aux autres. Euh, donc faire attention à ce vocabulaire non-verbal, ça va permettre d'examiner comment on perçoit la présence des autres à distance et comment on maintient une connexion sociale malgré un éloignement physique.
Par exemple, dans le cadre d'une étude avec une collègue de Dauphine, Amélie Gabriag, on a développé l'idée d'un mode focal de coprésence qui va désigner en fait cette modalité d'être avec les autres dans laquelle il y a une haute intensité relationnelle. Par exemple, on se retrouve dans une réunion avec des collègues, on est très concentré sur notre tâche, il y a des enjeux qui mêlent aussi un peu de l'affect, et c'est dans ce genre de situation que il y a une connexion de corporelle qui se crée entre les individus et qui participe à une synchronisation, euh, une synchronisation entre les personnes. Alors, pouvez-vous me dire comment exister, comment participer au collectif lorsque l'on travaille à distance alors que ses collègues travaillent sur site? Oui, c'est une question que se posent beaucoup de professionnels et d'organisations, il me semble. Euh, voilà, comment essayer de justement de euh, maintenir ce lien, comment pouvoir contribuer au collectif quand on est dans des configurations hybrides qui mêlent présentiel et distanciel. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une tendance qui se profile dans le monde du travail contemporain. C'est que des personnes, en particulier des cols blancs, vont faire le choix de travailler en partie ou entièrement à distance et vont parfois être amenés à changer leur cadre de vie, s'installer à la campagne, à l'étranger, ou bien même devenir des digital nomades, et que tout ça, ça va avoir un impact sur leur lien au collectif et sur leur collectif de travail de base. Mais comme en tant qu'être humain, en fait, on a besoin de faire partie de groupes sociaux, on a besoin d'appartenir à des collectifs de travail, ça va nous conduire à nous concentrer sur d'autres collectifs. Donc j'ai évoqué les voisinages, ça peut être des jardins partagés, ça peut être des petites exploitations agricoles. Et en fait, on va recréer des collectifs de travail en dehors de nos collectifs de base. Et en fait, depuis le Covid, on a développé des nouveaux moyens de socialiser autrement qu'à travers la présence en entreprise. Et donc, bien qu'on soit pas dans le même type de métier, on va pouvoir collaborer avec des personnes qui vivent près de chez nous ou qu'on croise à l'assaut du quartier. Et va y avoir des espaces de débat, des espaces de réflexion. Et là-dessus, bien sûr, les espaces de coworking vont aussi jouer ce rôle de création de communautés alternatives et de création de liens, et vont redéfinir en fait la notion même de collectif de travail, tout en revenant d'une certaine façon à une définition de base, parce que un collectif, c'est paradoxalement en fait les gens qui se retrouvent autour de nous physiquement, même si on travaille pas directement avec eux. Donc, imaginons que je travaille dans un espace de coworking. Au final, peut-être que je vais devenir plus proche, peut-être que je vais tisser des liens plus forts avec mes voisins de coworking plutôt qu'avec mes collègues qui sont dispatchés en France ou dans d'autres pays. Après, une fois qu'on a dit ça, est-ce que ça veut dire qu'on peut pas aussi développer des liens forts et des collectifs de travail qui soient durables, donc des nous, enfin un lien au nous qui s'établit dans la durée, avec des collègues quand on travaille à distance? Ben pas forcément. Je pense que d'une part, ça va dépendre beaucoup de notre intention personnelle, de la place qu'on accorde à ce lien interpersonnel et comment est-ce qu'on va le stimuler, comment est-ce qu'on va l'animer dans dans le cadre du travail, que ce soit à distance ou dans des espaces partagés. Et d'autre part, ça va beaucoup dépendre des processus de travail qui sont mis en place et des pratiques managériales. Et c'est là où justement le rôle du ou de la manager va prendre tout son sens, va avoir une forme de nouvelle euh, de nouvelles responsabilités. Et on voit notamment dans des recherches en sciences de gestion qu'un management qui est plus basé sur l'empathie, sur l'observation sensible au sens d'une attention au sens, véritablement, à notre capacité d'écoute, de toucher, de sentir, une observation sensible et attentive des collègues va devenir essentielle. Et donc faire attention justement à ces signes non verbaux, remettre un peu la dimension sensible et corporelle du travail, ça peut être un moyen de prévenir l'isolement et de maintenir un sentiment de cohésion et d'engagement. Euh, voilà. Et
une autre approche que je défends, en tout cas que j'essaie de défendre dans mes travaux de recherche, c'est d'opérationnaliser cette phénoménologie de la coprésence, cette philosophie de la coprésence, c'est-à-dire essayer de vraiment reprendre qu'est-ce que ça veut dire être présent avec autrui, de reconsidérer qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant qu'organisation et de réfléchir à comment est-ce qu'on peut mieux s'orienter entre différents types d'interactions, qui soient en physique ou en distanciel. Est-ce que l'IA a un rôle dans ces interactions sociales au travail? On voit, enfin je suis pas le seul à le dire, mais on voit vraiment ce qui c'est en train de se produire au niveau des outils d'intelligence artificielle, ChatGPT, Claude, etc., Mistral. On voit une sorte de vague de transformation des pratiques de travail qui peut être sous certains aspects équivalente à l'impact de la robotique qu'il y a eu sur les professions plus manuelles, ouvrières, dans la deuxième partie du XXe siècle. Aujourd'hui, ces outils-là de génération de texte ou d'images ou autres médias, elle va transformer les métiers de beaucoup de personnes, en particulier de la connaissance ou créative, comme je l'ai dit, et notamment leur rapport aux autres. Je prends un exemple, c'est une étude dans un centre d'appel. Des personnes pouvaient davantage se baser sur le chatbot qui était offert par l'entreprise que de demander conseil à leur manager, leur N+1, leurs collègues, Hmm. plutôt que de s'adresser avec autrui. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est que comme le télétravail a eu un énorme impact sur nos modes de socialité, nos façons de travailler avec les autres, euh, de relationner avec autrui, ces outils qui aujourd'hui sont de plus en plus utilisés à travers beaucoup de secteurs, transforment aussi comment est-ce qu'on va choisir d'interagir ou non avec ses collègues, notamment parce que on développe aussi des rapports en partie psychologiques, en partie sociaux, en partie affectifs aussi, avec ces outils d'intelligence artificielle. Donc oui, pour répondre dans d'une façon assez simple, je pense que euh, il y a une reconfiguration des rapports sociaux qui est en train de se produire, euh, et euh, et qu'il y a un risque qui est très important d'une individualisation croissante des pratiques de travail, euh, et de simulation des relations humaines. C'est toujours étonnant en fait quand on échange avec un outil d'IA, qu'on a vraiment l'impression de rentrer dans un dialogue comme on pourrait l'avoir avec une personne, et que même ces outils sont designés, sont orientés pour presque nous donner l'impression de qu'on échangerait avec un collègue. Donc en gros, ça, on passe le fameux test de Turing, et le fait qu'on le passe aussi facilement et de manière aussi, on va dire, euh, sans accroc, de manière assez fluide en fait, et ben ça, je pense que psychologiquement et même anthropologiquement, ça peut nous perturber. Hmm. Vous avez évoqué deux termes depuis le début de cet entretien, c'est à la fois le collectif et l'individualisation du travail. Et de ce que je comprends, à la fois le travail à distance, mais aussi l'IA contribue à cette individualisation et donc à cet affaiblissement du collectif. Et pourtant, il y a beaucoup de... Enfin, on a déjà pu voir que cette individualisation qui s'accroît depuis, qui s'accentue, qui s'accélère depuis plusieurs années, contribue à une sorte de malaise, de mal-être au travail. Est-ce que je peux en conclure que l'IA et le travail à distance peuvent au final contribuer à ce trouble dans le travail? Je pense qu'il y a des risques qui sont présents, que de toute évidence, le vrai problème pour moi, c'est la non-régulation ou le non-encadrement de d'une d'une pratique accentuée du télétravail ou de l'IA. D'ailleurs, ce qu'on a vu pendant la pandémie, et surtout après, c'est que, parce que la pandémie a été quand même assez particulière comme contexte, euh,
c'est que sans réel encadrement et dans une façon un peu open bar, le télétravail pouvait conduire à, à l'agrandissement de risques psychosociaux et, avoir des conséquences très problématiques pour les individus et pour les organisations. Aujourd'hui, on est dans une situation un peu similaire, quoique différente, parce qu'il y a l'aspect cognitif avec les outils d'IA. Ce que je dirais, c'est que d'abord, ce sont à la fois des pratiques et outils qui peuvent permettre une forme de libération de certaines contraintes, de certains modes de management traditionnels et néfastes, de relations toxiques au travail, comme il y en a eu, il y en a toujours. Donc c'est aussi des voies de sortie. Euh, donc ma réponse pointe vers c'est ni blanc ni noir. On est à la fois dans une situation d'opportunité, parce que le télétravail peut permettre justement de rebalancer l'égalité, notamment en termes de partage des tâches domestiques, et permettre des avancées sociales assez formidables. Pareillement pour les outils d'IA qui sont à notre portée aujourd'hui et qu'on retrouve dans beaucoup de contextes. Ils vont nous permettre d'être plus efficaces, dans certains cas, de recréer du commun, de faciliter l'accès à des données, d'accélérer la connaissance, de collaborer en général. Mais ces outils ne sont pas sans risque. L'utilisation, en tout cas accrue de ces outils, tels qu'on en fait maintenant, ne sont pas sans risque. Et quand on voit aujourd'hui le phénomène du shadow IT, qui est donc le- l'utilisation non révélée à sa direction ou à ses collègues d'outils d'IA générative, notamment pour traiter des données sensibles d'entreprises ou dans les organisations, on a ce problème de sécurité, mais plus largement d'une responsabilité qui a tendance à être moins partagée. Mais quand on regarde en fait les évolutions du travail, le fait que cette responsabilité soit moins partagée, que les collaborateurs se sentent plus libres et aussi plus indépendants de leur hiérarchie et de leur organisation, euh, voilà, c'était un peu prévisible. Donc aujourd'hui, c'est vraiment je pense que la concentration, c'est comment est-ce qu'on encadre ces pratiques de façon à limiter les dégâts. Ok, bah, ça fait le lien à ma prochaine question. Comment on les encadre justement alors? Alors, déjà, comme pour la gestion du travail hybride, faut prendre en compte les, euh, les caractéristiques particulières de son organisation, de son équipe. Euh, Certaines équipes euh, pourraient fonctionner de manière en distanciel, de manière pérenne, avec les bons rituels, avec les bonnes pratiques. Et en ce qui concerne l'intelligence artificielle et notamment les outils d'IA générative, il me semble qu'il y a trois pratiques concrètes pour maintenir justement une forme de, de, de richesse des interactions sociales et une durabilité des collectifs de travail. Et ces trois pratiques concrètes, c'est d'abord de créer des moments de collaboration autour de l'IA. Ce qui me semble un gros problème, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup dans des usages individuels d'outils d'IA générative, où en fait, on est seul face à la machine, d'une certaine manière. Et ce que moi j'ai pu observer dans certaines entreprises et ce que je recommande comme pratique, c'est justement, par exemple, créer des ateliers de co-prompting où des collaborateurs peuvent affiner ensemble leur utilisation des outils d'IA vers une utilisation qui soit plus responsable, plus consciente et qui peut être aussi très bénéfique sur le partage de pratiques. Donc ça transforme une pratique qui est largement individuelle en une opportunité d'échange qui sont justement peut-être moins présentes dans la mesure où on peut avoir la tentation de poser une question à un outil, un système intelligent plutôt qu'à un collègue ou un senior. Une deuxième pratique, c'est vraiment d'essayer d'établir des rituels de travail qui vont préserver des espaces d'échange
et des espaces démocratiques sans technologie. Et je pense que il y a énormément d'apports justement à revoir nos utilisations, bon, en dehors de la question des écrans qui est prégnante dans la vie professionnelle comme personnelle. Voilà, comment est-ce qu'on établit ces rituels, ces espaces d'échange, comment est-ce qu'on les recrée? Parce qu'en effet, en général, ils sont souvent occupés par par des outils technologiques ou par des services ou par des produits. Et donc, je pense que pour les organisations, pour les managers et aussi pour les collaborateurs, essayer de trouver des façons de faire des rituels sans écran ou des marches physiques, des choses en mouvement. Tout ça pourrait permettre notamment des formes nouvelles d'attention à l'autre et de rétablir voilà, des relations pérennes. Et enfin, la troisième pratique que je recommanderais, qui est basée sur mes études et mes travaux de thèse, ce serait de repenser les espaces de travail afin de faciliter différentes formes d'interaction. Et donc là, il s'agit pas seulement de créer des open space où malheureusement en fait on voit beaucoup de scènes où les personnes travaillent côte à côte mais pas vraiment ensemble. Voilà, essayer de repenser justement ces espaces, pas seulement en cherchant l'économie du mètre carré, mais de façon à ce qu'on ait des environnements qui permettent de passer facilement du travail collaboratif à des échanges plus informels, qui d'une certaine façon vont vraiment offrir des conditions pour maintenir des collectifs forts et euh, et euh, et inciter les personnes à entrer en lien les uns avec les autres. Mmh. Et pour conclure, en fait, si je comprends bien, l'encadrement que vous avez évoqué, il permet de créer un collectif, mais il permet également de créer des espaces d'échange qui sont, j'ai envie de dire, authentiquement humains. Est-ce que c'est bien ça? Oui, alors je sais pas ce que ça veut dire authentiquement humain aujourd'hui. Je pense que la nature humaine est en train de changer. Enfin, elle l'a toujours été. Elle se redéfinit de manière continue. Euh, je pense qu'il faut pour les organisations, pour les managers, essayer de vraiment d'aller euh, vers une reconnaissance d'une part des risques que pose une utilisation accentuée des technologies et notamment de l'IA sur les rapports sociaux. Vraiment essayer de prendre en compte cette dimension-là plutôt que des dimensions purement économiques ou d'efficacité, parce qu'au Mmh. final, il y a un réel risque. Euh, D'autre part, essayer de vraiment penser euh, des moyens de faire vivre d'encadrer ces nouvelles sociabilités qui existent entre agents humains et agents artificiels, entre euh, euh, humains et humains, de façon à pouvoir maintenir ce sens du collectif et que ce soit un collectif qui soit élargi. Euh, voilà, qu'on soit pas seulement dans une relation d'utilisateur à outil, mais plus voilà de prendre en compte la diversité des expériences et des relations qu'on peut avoir. Et pour ce faire, je pense que les perspectives post-humanistes, et notamment euh, les œuvres de Donna Haraway ou de Wanda Wikowski, ils vont nous aider à explorer ensemble ces nouvelles sociabilités entre collègues humains, entre systèmes intelligents et aussi des autres matérialités non humaines, donc voilà, naturelles, pour de façon à pouvoir reconcevoir qu'est-ce que ça veut dire en fait un collectif de travail aujourd'hui et comment le rendre pérenne. Merci Léo. Merci Denis, merci beaucoup. C'est sur ces mots que se termine notre interview de Léo Bancou. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.